Merci bien, bonjour à tout le monde. Je crois que c'est la première fois que je m'adresse publiquement ici au Canada. Quoique, je veux le rappeler, j'ai découvert que j'avais eu un moment de célébrité auprès des éleveurs de l'Ontario du Saskatchewan sur leur site web quand j'avais été nommé arbitre unique par le directeur général de l'OMC pour déterminer le temps raisonnable dans le cas cool pour les États-Unis de s'accomplir après le cas, et ils étaient très contents apparemment que j'avais donné aux États-Unis 9 mois, mais les 9 mois se sont écoulés depuis plusieurs années et le cas n'a pas été encore résolu, comme vous le savez bien. J'ai préparé des slides en anglais, mais mon exposé va être en français. J'espère de ne pas me confondre entre les deux langues. Donc, le thème qui m'a été donné, qui se base aussi sur mon expérience à l'organe d'appel à Genève, disons, il y a deux aspects initiaux que je voudrais souligner. Tout d'abord, ce que fait l'organe d'appel dépend également de ce que est l'organe d'appel. Et moi, je vais commencer exactement à illustrer un peu cet aspect. Il y a quelques problèmes sur mon thème qui est vraiment très large. Alors, l'organe d'appel a une contribution vraiment, voyons ici, voilà, sur le droit du commerce international. Le droit international économique est une notion plutôt académique qui expand. Alors, il y a différents niveaux. Il y a le droit du commerce international, le système multilatéral de l'OMC, le droit de l'OMC. Puis, si on s'élargit, on va plus loin, il y a les accords régionaux, article 24, et les partnerships qui viennent faits actuellement. Puis, il y a aussi, encore plus loin, le droit international des investissements, qui a ses caractéristiques surtout bilatérales. Et puis il y a d'autres secteurs du droit international économique, par exemple le droit monétaire international, où vraiment le système traditionnel entre États est remplacé par soft law et d'autres mécanismes. Donc, je voudrais dire que le rôle de l'organe d'appel, qui est direct évidemment dans le droit du commerce international, dans le système de l'OMC, devient plutôt indirectement important ou de quelques significations dans les autres enceintes. La construction, le développement de ce droit, celui qui peut être donné à un tribunal international. Mais je vais souligner à la fin brièvement que la présence et la fonction de l'organe d'appel comme juridiction internationale très active dans le système de l'OMC a aussi un rôle dans le droit international en général, comme modèle peut-être d'autres juridictions internationales. Ce matin, il a été rappelé que la question de l'examen de la preuve, du burden of proof, qui a été adressée très activement dans le système OMC, maintenant a eu un exemple aussi à la Cour internationale de justice, comment eux, ils évaluent les faits, déterminent les faits, l'utilisation d'experts. Alors, je commencerai par quelques aspects juridiques du système de l'OMC qui vous sont bien connus. C'est tout d'abord une organisation internationale basée sur le droit international public. Donc, c'est un système basé sur un traité qui peut être considéré un subsystème dans le droit international public, qui a certains caractères. Par exemple, ce caractère horizontal, on pourrait dire. Le système est différent, mais le droit de l'OMC, avec les accords qui sont annexés à l'accord qui a institué l'organisation, est surtout horizontal des droits et des devoirs entre les États. Il n'y a pas une législation secondaire, sinon tout à fait marginale. Tout ce qui est fait, toutes les décisions qui sont prises, et j'y reverrai, dans l'enceinte de l'OMC, par les différents
organes, par le Conseil général, par la ministérielle. Ce sont finalement des ententes, des accords entre les États membres. En effet, il y a cette fameuse dictum, et ici il y a des diplomates qui son origine est member-driven organization. Parfois, les members n'ont pas beaucoup de drive et la machine s'emboîte là, mais finalement, c'est un member-driven organization. Donc ici, l'importance du système de résolution des différends qui est fait pour résoudre sous la base du droit des différends spécifiques entre des parties, un plaignant ou plusieurs plaignants et un défendeur, mais plus largement dû assurer comme ça le respect des obligations, et non seulement entre les parties, mais il y a aussi le rôle très important des parties tiers dans les différends qui fait voir comment les décisions ont un effet plus large. Et c'est écrit à l'article 3.2 du DSU, la clarification en termes juridiquement un peu incertains et nouveaux, des règles selon les droits internationaux d'interprétation du droit international public, et lui donner la sécurité, la prévisibilité à tout le système, ce qui évidemment donne plus d'importance au rôle des organes de solution des différends. La fonction de l'organe d'appel spécifique. Alors, sa fonction, je crois, assume une importance et un rôle particulier en raison des caractéristiques et de l'importance du système de solution des controverses. Alors, ce système, il a été rappelé ce matin, est unique en quoi qu'il est exclusif. Les membres ne peuvent pas porter leurs différends dans d'autres enceintes. Il est obligatoire, car si un État membre évoque un autre membre devant le système, il n'y a pas de façon de l'éviter. Donc, c'est unilatéral, la saisine de la juridiction. C'est basé sur des règles de droit, à travers un mécanisme de solution qui est donné à un organe tiers, indépendant. Et finalement, avec une décision finale qui est obligatoire, quoique il y a de la flexibilité dans la mise en vigueur, comme nous avons entendu ce matin, et qui couvre 163 ou 165. Alors, dans ce système à deux niveaux, qui est aussi original dans le droit international, l'organe d'appel a le rôle de dire le droit. De dire le droit et de décider les appels sur une base juridique, la procédure et le fond. Et c'est limité formellement aux parties qui sont membres du litige après l'adoption qui est pratiquement automatique par l'organe politique des membres, le DSP. Alors il y a un rôle plus large dans l'exercice de la fonction, une méthodologie de comment on examine les mesures des États membres, le raisonnement, l'interprétation. Ça devient un guide pour les panels futurs qui doivent se tenir à la jurisprudence de l'organe d'appel, le cas US Stainless Steel au Mexico, après que, je ne sais pas si c'est Hélène dans la revue générale de droit international public, un autre collègue français avait parlé de la révolte des panels, qui ne voulait pas suivre dans le cas de Ziron pendant quelque temps la jurisprudence de l'organe d'appel. C'est donc des précédents pour les litiges successifs, mais c'est aussi une règle pour les États dans leur législation. On voit immédiatement, on parle aujourd'hui que la Commission européenne propose aux États membres une plus grande flexibilité dans la possibilité de ne pas consentir la cultivation des et même l'importation des produits avec OGM dans les membres de l'Union européenne, ce qui me paraît tout à fait contraire à un principe fondamental du marché interne, du marché unique, et immédiatement les États-Unis disent « Ah, ça, jurisprudence, c'est contraire aux règles de l'OMC, aux règles de l'SPS, ou bien c'est basé sur un risque pour la santé, ou bien on ne peut pas, si on n'arrive pas à la moralité publique, article 21A, on ne peut pas limiter le droit des autres membres de l'OMC à exporter.
Et puis il y a la cohérence entre les différents accords. Ça c'est plutôt, je crois, c'est très important. Il y a la cohérence entre le GATT et les accords qui ont été faits dans l'Uruguay Round, et il y a la cohérence entre ces mêmes accords. Car finalement, et moi je me suis trouvé dans des cas, comment on interprète ce qui a été écrit en 1947 et on le concilie avec ce qui a été écrit en 1995. Alors les négociateurs de l'Uruguay Round se sont tirés d'affaire un peu simplement. Ils ont dit accord pour l'interprétation ou pour l'application de l'article 6 sur l'antidumping. Bon, alors, ça ne remplace pas le premier. Et quelle est la coordination? L'article 19 sur les sauvegardes du GATT qui dit que les sauvegardes peuvent être admises dans le cas de circonstances imprévues, et le nouvel accord qui ne parle pas de circonstances imprévues. Alors là, il y a eu la question, dans les deux premiers cas, est-ce que le nouvel accord ne demande plus les circonstances imprévues, ou bien le vieil accord reste intègre, il faut les appliquer ensemble, ce que l'organe d'appel a dit. Et même entre les différents accords, les limites, le TBT, le SPS, c'est une question importante. Et puis il y a des questions ouvertes, la théorie que du point de vue de droit civil, je n'accepterai pas du contrat incomplet, tous les contrats sont incomplets, tous les traités internationaux sont incomplets, et s'il y a un mécanisme juridictionnel, ça veut dire que les négociateurs, finalement, se sont remis à la jurisprudence future, dans une situation surtout où les États membres ne sont pas en mesure ou ne veulent pas perfectionner le système d'une façon avec des accords clairs, donc il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas eu d'interprétation sur la base de authentique sur la base de l'article 9, la révision de l'accord sur les différents, le DSU n'a pas été complétée, et le Doha Round est un peu dans le flou. Mais d'autre part, il y a cette règle que la jurisprudence doit se tenir au texte, cannot add or diminish les droits et les obligations des membres. Une phrase, je veux dire, très originale et dont l'interprétation est assez vague, mais l'effet d'entraînement, j'y viens tout de suite, article 14.10 du CETA, the rulings of the arbitration panel cannot add or diminish the rights and obligations provided for in the provisions referred to in article 14.2. Donc, vous voyez comment les textes sont repris. Et d'autre part, une limitation du droit de l'OMC, c'est que l'application, il y a une règle sur l'interprétation, l'utilisation des critères du droit international public, mais il n'y a pas sur des limites ou l'extension de l'application du droit international hors de l'application des accords de l'OMC. Par exemple, il n'y a pas dans le DSU une règle comme on trouve à l'article 293 de la Convention sur le droit de la mer qui dit que le tribunal du droit de la mer de Hambourg doit appliquer la Convention et les autres règles du droit international qui ne sont pas incompatibles avec la Convention. On ne trouve pas dans le système de l'OMC une règle comparable. Alors, quelle est la base de cette autorité qui fait le rôle de l'organe d'appel, ce qu'il est et ce qu'il fait? Alors, je veux attirer votre attention sur certains aspects. Ils ne sont pas tous toujours vus. L'autorité n'est pas celle simplement qui est écrite dans les livres, dans les bouquins, dans la loi, mais celle qu'un organe, qu'une institution s'acquiert dans la vision des justiciables et en général du public grâce à la façon dont il exerce son autorité. Alors, il y a des règles qui aident ce rôle. Par exemple, le nombre, il n'y a que 7 juges, il y en a 15 à la Cour internationale de justice, il y en a 28 à Luxembourg, à la Cour européenne. Donc c'est plus cohésif, une position importante qui est dans l'OMC, et elle est très proche de l'organisation. Ce que je dis parfois à mes étudiants, à l'ONU est à Manhattan et la Cour de justice est en Hollande, tandis qu'ici, l'OMC est dans ce beau palais, un vieil hôtel suisse délabré, disait, avant
les travaux, la presse suisse, et avec le directeur général, les salles des membres, et l'organe d'appel est simplement au 3e étage, côté droit, tandis que Gabriel est au 2e étage, côté gauche, avec ses panels. Le procès de sélection, j'y entre pas, le mix de qualification des membres, pas nécessairement tous des juristes, une connaissance du droit économique et de l'économie, et l'exercice, l'organe d'appel s'est fait une règle dès le début, les pères fondateurs, d'être séparés du reste de l'organisation, d'agir indépendamment, la collégialité, il n'y a pratiquement pas de dissenting opinion, quoi qu'elle serait possible, donc la jurisprudence est continuative, il n'y a pas de jeu politique à la petite Antigua et les grands États-Unis, et un raisonnement qui est très étendu, qui veut être persuasif. Naturellement, on est libre de le critiquer. Contrairement à ce qu'on pense, il y a été une limitation de son rôle, mais en même temps un examen sérieux des mesures des États membres qui sont portées à son attention. Le standard of review, comme on dit, de la part des panels, des décisions administratives internes. Et puis l'interprétation est assez prudente. La préférence, je vais retourner, qui est donnée au texte même de l'accord, et quoi qu'il est possible de regarder au droit général, aux concepts plus généraux, et ça se passe, on regarde au droit de l'OMC, comme il a été fait initialement, les accords successifs, et la pratique, en faisant attention que la pratique doit être large. Et ainsi, il n'y a pas eu de revirement de la jurisprudence jusqu'à maintenant, et donc ça donne confiance aux États membres. Ceci a porté les deux aspects, l'autorité légale et celle qui a été, à mon avis, obtenue par la pratique, à des résultats importants, c'est-à-dire à la reconnaissance de l'autorité de l'organe d'appel par les membres, qui font attention de ne pas vouloir diminuer cette autorité, donc ces propositions américaines et autres de changer le système, l'interim report, les dissenting opinions, etc., ça n'a pas allé très loin, car, comme dit la jurisprudence, il y a une légitime base que les partis ont sur la jurisprudence de l'organe d'appel. On le voit du fait que le système est très utilisé. Il est aussi utilisé car, je pense, les États membres pensent qu'ils obtiennent des résultats raisonnables et qu'il y a une confiance dans le système. Les partis, les mémoires se réfèrent continuellement à la jurisprudence de l'organe d'appel, jusqu'au point qu'on devrait dire le droit n'est pas la jurisprudence de l'organe d'appel et des panels, le droit, c'est les accords de l'OMC. Et même des innovations qui ont été critiquées au début, les avocats, la transparence des audiences, l'admission des amicus curiae surtout, sont considérées des innovations faites dans les limites de la possibilité de l'organe d'appel, qui ont augmenté la légitimité du système pour les membres et à l'extérieur. Alors, peut-être vous reconnaissez, quelqu'un se rappelle, il y a 15 ans, les attaques, quand moi je suis arrivé à l'organe d'appel, des membres du Congrès des États-Unis disaient que nous, on était les faceless judges who dictate to the United States what to do or not to do. On a pu entendu de ces critiques récemment. Quand je suis arrivé, peu après, un hebdomadaire français, je crois Expansion, avait dit, moi j'étais assez perplexe, le tribunal secret qui fait et défait les affaires de la planète. Ça aurait été l'organe d'appel. Maintenant, quand le droit des investissements et l'arbitrage direct entre investisseurs et États est tellement critiqué, surtout en Europe, quel est le modèle? Mais c'est l'organe d'appel. La proposition de la commission qui a été présentée hier, et vous la trouvez sur le site, ça arrive à un tribunal de double degré,
de membres permanents, un tribunal, un organe d'appel, et il s'est même écrit, noir sur blanc, que la procédure sera inspirée par celle de l'organe d'appel. Et même la rétribution est celle des membres de l'organe d'appel. Donc, c'est vraiment, je trouve, assez curieux, ce revirement qui a affaire probablement aussi au travail qui a été fait par l'organe. Maintenant, je viens à quelques aspects. Alors, je vais parler de la contribution à des questions générales, la contribution à des questions procédurales et la contribution à certaines questions de fond dans le droit de l'OMC. Après, et je vais clore avec un examen de l'effet plus large de cette jurisprudence. Alors, tout d'abord, dans le premier cas, US Gasoline, vous allez consentir de dire les noms en anglais, car le nom français des cas est parfois assez difficile, n'est pas isolé du droit international général. Ça semble naturel. Si vous prenez le bouquin qu'a à peine publié Gabriel sur le droit dans le GATT et dans l'OMC, il y a un souvenir de Klaus Ehlermann qui dit, quand il déjeunait avec Toy Feliciano, il disait, ben, évidemment, ici c'est le premier cas, on applique le droit international. Il n'y a pas un droit du GATT qui soit différent du droit international public. Aussi, l'application très méthodologique, peut-être un peu trop, de la Convention de Vienne. Donc le texte, le contexte, l'objet, la finalité, les autres commandes, et aussi que c'est un exercice compléssif, holistique. C'est pas qu'on fait le dépêchage de tous les bouts, mais un peu, les cas, surtout les premiers marchaient comme ça, on commençait avec les dictionnaires. Alors, je dois vous dire que je pense que vous m'avez invité ici, pas pour dire des secrets, mais aussi des choses un peu de couloir. Ensuite est arrivé le premier cas. Alors, qu'est-ce qu'on trouvait sur la table ronde de l'organe d'appel, la Convention de Vienne, etc. Et puis, le Oxford Dictionary of English Language. Et j'ai dit, mais c'est un texte juridique, ça, qu'on doit appliquer, car on partait toujours il partait toujours de ça. Pas tellement d'utilisation des travaux préparatoires qui ne sont pas très bien connus, où les États participent différemment. On ne va pas essayer de deviner quelle était l'intention des parties historiques. La cohérence, j'en ai parlé, entre le GATT et les nouveaux accords. Et puis, il y a cet aspect très intéressant, je crois, je vais y revenir, d'utiliser l'activité successive de l'organisation, selon l'article 31, voire comme des accords ultérieurs ou comme la pratique ultérieure. Ça a eu un développement important dans des cas récents où une décision de Doha a été considérée un accord et a été appliquée 6 mois avant que la législation interne change et soit mise en vigueur. Et même la décision dans Tuna d'un comité TBT a été considérée un accord. Alors vous voyez cette approche horizontale, peut-être ça a pris quelques membres de surprise, non? Comme le bourgeois gentilhomme de Molière qui ne savait pas qu'il faisait de la prose quand il parlait. Et alors les membres se sont dit, ok, si vous vous réunissez dans l'enceinte d'un comité TBT, vous prenez au SPS une certaine décision, ça sera un accord que l'organe d'appel va appliquer. Tandis que la pratique qui n'est pas diffusée par tous les États, cette pratique ne va pas être considérée valable, car sans arriver si c'est all states ou some states selon l'article 31, l'organe d'appel veut protéger les droits de tous les États membres. Voilà, et c'est une sorte de protection du droit de l'OMC de sources extérieures qui sont relevantes, mais finalement ne sont pas tellement appliquées. Donc le principe de précaution que la Commission voulait faire valoir en général, c'est dans la limite de ce que dit l'article 5.7 de SPS. La modification des traités entre certaines parties, ça ne plaît pas à l'organe d'appel. Alors je prends du très dernier cas qui a été cité, le cas du Pérou, qui est sorti il y a quelques semaines, simplement, très récemment.
Et l'organe d'appel, le Pérou disait, mais nous, on a fait un accord avec le Guatemala, un accord de libre-échange, n'était pas encore en vigueur. Et donc, on a renoncé à certains droits, le Guatemala a renoncé à certains droits, cette mesure, on peut la mettre en œuvre, et l'organe d'appel dit, nevertheless, we note that the WTO agreements contain specific provisions addressing amendments, waivers, or exceptions for regional trade agreements, which prevail over the general provision of the Vienna Convention, such as Article 41. C'est l'article qui dit que les deux parties peuvent modifier entre eux un traité multilatéral pourvu qu'il n'affecte pas les droits des autres membres. C'est une affirmation assez forte de dire que l'article 41 est dérogé par la lex specialis de l'OMC et continue avec donc l'autre point que Gabriel a évoqué. In our view, the reference in paragraph 4 of Article 24 to facilitating trade and close integration are not consistent with an interpretation of Article 24 as a broad defense for measures in FTAs that roll back on members' rights and obligations under the WTO covered agreements. C'est le paragraphe 512 et 5.116. Donc vous voyez, je trouve que c'est un aspect intéressant qui met en lumière un autre point que je n'ai pas remarqué ici, qu'au début, j'ai l'impression au moins, l'organe d'appel était très réluctant de se prononcer outre ceux qui étaient vraiment nécessaires et indispensables. Pas d'orbitel dicta, car on ne sait pas, on est au début du système. Maintenant, l'organe d'appel a peut-être plus confiance et se lance dans des affirmations, des interprétations qui peut-être seraient strictement pas nécessaires. Dans ce cas-là, l'accord entre Pérou et Guatemala n'était pas encore en vigueur. Alors l'organe d'appel aurait pu dire toutes ces argumentations basées sur un traité qui n'est pas en vigueur n'ont aucun intérêt. Tandis qu'il a continué, déjà Le Pen l'avait fait, 3 ou 4 pages, en disant, je vous mets en garde en tout cas, même si votre traité serait ou sera en vigueur, ne pensez pas que vous vous en sortez des obligations de l'OMC si facilement. Bien. Mais il y a une référence importante à des objectifs, des valeurs reconnues, non seulement l'État individuel, la dérogation de l'article 20, mais internationalement. Alors, dans Schrems, les ressources naturelles non renouvelables, car l'ONU, dans beaucoup de déclarations, s'est lancé à protéger les animaux marins. Ici, preference, les problèmes de la drogue qui affectent les États de l'Amérique latine ont été considérés et reconnus par l'ONU une bonne raison pour la communauté européenne pour moduler ses préférences aux pays en voie de développement et en donner des préférences spéciales à ces pays. China Raw Material, là, de nouveau, la Chine n'a pas eu gain de cause à la fin, mais le développement durable et même la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, qu'on pensait un peu morte avec le nouvel ordre économique international d'il y a 20 ans, a été reconnue et finalement dans les pots de fort, la protection soit des animaux en risque de disparition que les droits des populations autochtones et indigènes, la Convention de l'ONU, les déclarations, etc., ont été considérés non pas de directe application, mais de légitimation des comportements des États. Allons voir les questions procédurales. La procédure est importante, comme on sait, pour établir le droit. Par exemple, le fait que la requête du panel doit correspondre plutôt exactement à ce qui a été soulevé dans la demande des consultations. Les consultations ne sont pas une chose générique. Tu ne peux pas demander un panel sur des questions qui n'ont pas été objet de consultation. L'article 11, donc la procédure devant les peines, et qu'est-ce que l'organe d'appel va voir pour contrôler si la procédure a été correcte. L'invocation de l'article 11 est assez commune à niveau d'appel. Je crois que pendant les premiers 10-12 ans,
l'organe d'appel n'a jamais fait droit à ces questions procédurales, mais récemment, disons d'une dizaine d'années par exemple, oui, par exemple dans le cas des hormones, le dernier, l'organe d'appel a critiqué Le Pen pour comment ils avaient choisi et géré les experts sur les questions qui étaient dans le cas. L'utilisation des experts, la règle générale et l'exception, dans le cas par exemple des préférences généralisées, on a parlé de la question de la preuve et aussi de la bonne foi des États dans la procédure qui a été adressée récemment. Voyons un peu les questions de substance. Alors, il y en a beaucoup. Moi, j'ai fait un choix. Je ne sais pas si sont vraiment les questions, je n'entrerai pas directement. Je crois que la question qui a été discutée originalement, qu'est-ce qu'un produit similaire, qu'est-ce qu'un produit directement compétitif, quels sont les critères, et puis qu'est-ce qu'est un traitement moins favorable, donc une discrimination dans le commerce international. Finalement, c'est une question centrale dans le commerce international, tellement de cas, non seulement le GATT article 3, mais maintenant même l'article 2.1 du TBT. Alors, l'organe d'appel a rejeté immédiatement l'idée de regarder soit l'intention de l'État qui a pris la mesure, soit les effets, quoiqu'en disant que le critère est de less favorable treatment, c'est l'impact sur la concurrence. Mais en regardant plutôt des aspects qu'on pourrait dire formels, la structure, le design, le fonctionnement de la mesure, à mon avis, ceci donne ce résultat, que l'économie est mise un peu de côté. C'est-à-dire, beaucoup ont pensé qu'on arrive avec des études économétriques. On dit, alors, vous voyez, le fait que cet alcool des Philippines augmente sa part de marché, le whisky fait en Philippines avec le sucre, tandis qu'il coûte peu, et donc les Philippines disent qu'ils ne sont pas en concurrence, ils arrivent avec des choses économiques en disant on peut démontrer qu'il n'y a pas eu une érosion de l'importation et une augmentation de la production locale. L'organe d'appel ne marche pas. Et il se tire dehors en disant il faut regarder l'effet même potentiel, la confusion dans les consommateurs, comment la mesure est faite. Et ceci, je ne sais pas si c'est juste ou pas juste, c'est quelque chose de réflexion, réduit, à mon avis, le rôle des analyses purement économiques et de marché. Puis il y a la fameuse question comment on s'y prend pour examiner les exceptions de l'article 20, et la question surtout de mesures nécessaires à protéger la santé. Alors, quels sont les critères nécessaires? Et là, je crois que c'est important, l'OMC, l'organe d'appel, n'a pas suivi, par exemple, les règles de la Commission de droit international sur la responsabilité des États, où la nécessité pour libérer un État de sa responsabilité pour violation d'une obligation internationale est très restreinte. Ça doit être la seule façon pour un État de protéger un intérêt essentiel d'un préjudice imminent et irréparable. Tandis que la nécessité à l'OMC, qui est reconnue, n'est pas une exception à la violation, vraiment, c'est une balance entre, c'est pas, la mesure ne doit pas être indispensable, c'est pas une mesure quelconque de l'autre part qui donne une contribution, quoi que ce soit. Il y a un balancement, là, et puis il y a la question des alternatives qui doit être praticable, pas purement théorique. Et un peu ce principe est aussi dans les critères du risk assessment, de l'évaluation du risque dans l'accord SPS, qui est quelque chose qui doit être basé sur la science, qui doit être objectif, mais en même temps qui n'est pas le risk management, c'est le risk assessment, c'est pas ce qui sera dans le monde pratique, mais ce n'est pas en isolement, et ça doit considérer aussi la capacité d'un État de conduire un examen
de ce genre. Naturellement, il y a la grande question, qu'est-ce qui se passe quand la science est incertaine? La scientific uncertainty, les opinions de majorité et de minorité. Et là, je crois, c'est des cas comme moi, qui ont été faits par l'organe d'appel avant que moi j'y arrive, on voit vraiment combien c'est délicat le rôle d'une instance judiciaire internationale devant des intérêts tellement sentis par les États, par l'opinion publique, par les importateurs et par les pays exportateurs, où il y a des évaluations très différentes. Et puis il y a ce concept récent sur le TLBT que seulement des mesures restrictives et différentielles qui soient basées sur un intérêt légitime de réglementation sont admises. Je vais vers la fin. Alors, les conclusions sur ces points. Donc, je crois qu'important, ce qui résulte, c'est que c'est un système. Donc, l'organe d'appel a donné une importance, et les peines aussi, fondamentale à l'idée d'un système, d'un droit de l'OMC où tout se tient, où les concepts sont les mêmes, où il y a une interprétation qui doit harmoniser même les contradictions que probablement les négociateurs ont laissées dans les textes. Et que l'organe d'appel est un gardien un peu du système, comme on voit ici, comme j'ai cité du cas du Pérou, et un droit spécial qui a la prévalence sur le droit public général. Cette contribution, je crois, a été reconnue. Alors, tout d'abord, l'étude de la Commission de droit international sur la fragmentation cite beaucoup, a déjà 10 ans, cite beaucoup la Cour internationale de justice, d'autres tribunaux, mais l'organe d'appel est cité continuellement. Alors ça, c'était dans un moment où le quasi-judicial était très important. Alors que moi, j'étais à Genève et la Cour internationale de justice a organisé un séminaire entre juges de différentes juridictions internationales. Je crois que j'étais président. J'ai dit, mais pourquoi nous, on n'a pas été invités? À La Haye, ils pensent que ici, on n'est pas un vrai tribunal. Hein. Alors, ils ont invité d'autres juges, pas de problème. Mais l'étude sur la fragmentation a reconnu. C'est reconnu naturellement dans l'académie, on le sait. Et puis c'est aussi un modèle, c'est devenu pour d'autres cours, même pour la Cour internationale de justice, car cette méthodologie très un peu taquine et un peu peut-être scolastique d'interpréter et d'examiner les traités, ben, il y a beaucoup de cours internationales qui ne le font pas. Vous prenez la Cour de Luxembourg, c'est traité très, très rapidement et superficiellement, parfois la question de l'interprétation d'un traité, car la Cour a une idée plus générale, etc. Et ça a eu un certain effet, et ça a été rappelé ce matin que même sur la preuve, sur les aspects de fait, la Cour internationale de justice, peut-être maintenant, est plus attentive. Je pense au cas de la Serbie, Bosnie et de la Convention sur les génocides. Récemment, il y a un article de ce centre de l'Arizona Law School, un discussion paper qui dit oui, l'autorité, il l'examine un peu, est extensive, elle a été reconnue, elle est importante, mais elle est toujours fragile. Mais la fragilité qu'ils disent, c'est la fragilité un peu du système. Évidemment, si les États membres se mettent d'accord, comme dans toute organisation internationale, à changer les règles, et alors évidemment l'application de la part des tribunaux change elle aussi. Voyons un peu le rôle indirect, j'ai cherché de prendre certains points. Alors, on l'a dit même ce matin, il y a beaucoup d'accords régionaux, mais beaucoup de différents, en particulier, particulièrement parmi les pays membres du NAFTA, continuent à venir à Genève. Donc, on dirait qu'on pense que ce système est plus sérieux et donne plus de garanties. Et il est vrai ce qu'a dit ce matin notre collègue Tranchant, que l'Union européenne met des mécanismes arbitraux ou qui sont définis arbitraux dans tous ses accords bilatéraux. Mais ils ne sont jamais utilisés. Moi, je suis membre, on m'appelle de Bruxelles, et vous seriez disponible à être membre de la liste des panélistes
de l'accord avec la Corée, de l'accord avec le Pérou, de l'accord avec l'Amérique centrale. Il y a 5 Européens, 5 de l'autre pays, et il y a 5 neutres qui sont souvent des ex-juges de la Cour d'appel. Je dis oui, mais j'ai jamais entendu plus rien de Bruxelles depuis ce cas-là. Il n'y a pas de différent vraiment. Probablement, je pense qu'au niveau bilatéral, on se met d'accord, quoi. C'est une autre chose, c'est un système multilatéral où même le différent bilatéral a un effet plus général. Il y a beaucoup de textes d'accords régionaux qui mentionnent ceci. Alors, l'article 14.16 de l'accord entre l'Union européenne et la Corée, lorsque une obligation est identique à une obligation de l'OMC, le groupe spécial d'arbitrage adopte une interprétation qui est compatible avec toute interprétation pertinente consacrée par la décision rendue par l'organe de règlement de différends de l'OMC. Alors, ça c'est plutôt important, et une règle analogue se trouve dans l'article du CETA 14.10, the panel shall interpret the provisions referred in Article 14.2 in accordance with customary rules of interpretation of public international law, including those set out in the Vienna Convention, ce que l'organe d'appel a dit. The panel shall also take into account the relevant interpretations in reports of panels and appellate bodies adopted by the DSB of the WTO. Ceci porte à l'unité d'interprétation, donc c'est important contre la fragmentation. Un article récent de notre collègue de Rennes, Le Boulanger, dit ça, c'est fait pour prévenir le risque de cacophonie jurisprudentielle. Je trouve une très jolie expression dans la Revue générale de droit international public. Donc, c'est une méthode importante qui réduit les risques systémiques. La Corée, dans le droit des investissements, il y a des concepts en droit économique qui sont utilisés dans les deux types d'accords, la non-discrimination, le traitement de la nation plus favorisée, nationale, la nécessité, les secteurs ou les services similaires, et on peut se demander si c'est approprié de suivre un peu les concepts qui ont été développés à Genève. Dans la doctrine et même dans la jurisprudence, il y a des opinions divergentes, mais on voit ce rappel dans les traités les plus récents. Alors, tout d'abord, il y a cette question d'introduire un organe d'appel bilatéral ou multilatéral sur le modèle de l'OMC. Il y a des traités dans le sud-est asiatique qui mettent dans les BIT une exception genre article 20 que les mesures prises pour certaines raisons d'ordre public ne sont pas justiciables. Et puis même ce mécanisme de consultation que beaucoup d'accords bilatéraux d'investissement avaient, on ne peut pas commencer un cas en arbitrage si on n'a pas demandé des consultations 6 mois à l'avance, c'est une norme très générique. Maintenant, les derniers accords, l'Union européenne, le CETA, l'Union européenne avec Singapour, au moins, disons, les projets, prévoient qu'il y a cette même correspondance que la jurisprudence à l'OMC demande entre les consultations et la demande d'établir un panel. Voilà, merci pour votre attention et bonne continuation pour votre dessert. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Sacerdotier reste disponible pour prendre quelques questions si vous n'avez pas trop hâte à votre dessert. Est-ce qu'on a... En français ou en anglais, je sais. Oui. Ce matin, M. Côté a parlé d'avoir plus de force de la loi, surtout juridique, contre les diplomates et tout, pour résoudre les solutions, pour avoir quelque chose du domaine juridique. Ce que vous avez dit, c'est à propos de la même façon, vous allez quelque chose qui, dans le domaine juridique,
qui va être suivi par plutôt la plupart des pays. Ben, vous savez, disons, le rôle de la Cour finit quand la sentence est émise. Alors, traditionnellement, ce n'est pas pour le rôle des cours de voir les moyens de l'exécution. Il y a un article 19.2 à l'OMC où les peines, elles pourraient suggérer, et les peines, elles presque jamais suggèrent. Sauf dans un cas récent, j'ai vu, ils ont dit, vu que je crois que c'était la Chine, vu que l'examen anti-dumping a été, c'était pas un anti-dumping, c'était peut-être un anti-subsidy, a été est négatif sur toute la ligne. La seule chose qui soit possible, c'est de le révoquer. Mais à part cela, et donc le système de l'OMC est spécial car il y a une phase de mise en œuvre, d'implementation, où il y a de nouveau des organes juridiques, le terme raisonnable, article 21.5, si la mesure prise pour mettre en conformité est vraiment conforme, le 22.6, je crois, si les contre-mesures ne sont pas excessives, mais qui laissent à la fin une certaine liberté à l'État. Donc je crois que ce cadre ne va pas jusqu'à ce point. Je suis d'accord avec M. Côté qu'il doit y avoir une certaine flexibilité probablement dans l'application, car au fond, ce sont des accords des intérêts commerciaux à la fin, et donc les États peuvent, et les intérêts des entreprises et des consommateurs qui sont derrière, peuvent penser que un certain point sur la base, mais c'est toujours sur la base, car aucune compensation serait payée. Je sais pas, je prends US Cigarette Clubs, non? Alors, l'Indonésie n'a pas obtenu que ces cigarettes parfumées soient réadmises dans le marché américain. Ils ont eu une compensation commerciale, mais ils n'auraient jamais eu ça s'il n'y avait pas eu des décisions qui ont dit que la mesure est discriminatoire et contraire aux règles. Est-ce que vous pensez qu'un jour les contre-mesures vont s'arrêter? Une chose comme ça, si on a une cour d'appel comme ça, qui va être bien respectée? Ben, mais comme je disais, ça ne dépend pas. L'autorité de la Cour peut pousser les États à avoir plus de respect des décisions internationales et de leurs obligations internationales une fois qu'elles ont été interprétées objectivement. Mais finalement, c'est toujours à un certain point les États de balancer les intérêts domestiques avec les obligations internationales. Les États peuvent aussi changer leurs obligations, négocier des changements d'obligations, même plus en général. Merci. Professeur Sacerdotti, on trouve dans la jurisprudence OMC un certain nombre de cas où on a senti que l'organe d'appel était un peu insatisfait de la cueillette de faits qui avait été faite en première instance. On sait que la possibilité de renvoi n'existe pas, donc avez-vous eu à certains moments, dans certains dossiers, une certaine frustration, un certain manque de pouvoir quant à la capacité de l'organe d'appel de bien trancher une affaire? Tout d'abord, je suis hôte de Gabriel Massot et donc je ne peux pas parler mal de l'activité que je fais. Bon, à Genève, évidemment. Mais non, je ne crois pas. Il y a la question de compléter l'analyse. Voilà, alors c'est possible que les peines... Déjà, on accuse les peines de faire des reports si longs, non? Alors, on ne peut pas leur demander... Alors, quand ils font de la judicial economy, on devrait être content, finalement. Tandis qu'on dit, ah non, c'est de la fausse judicial economy, vous auriez dû examiner toutes les questions. Oui, je crois que désormais, le mécanisme est assez rodé. Hein, donc, ces cas-là se présentent moins, où c'est des aspects marginaux des litiges, où on dit, ben, on aurait pu compléter et finir. Peut-être, certains cas, l'organe d'appel a complété l'analyse, et puis il a été critiqué en disant, non, mais vous n'auriez pas dû le faire, car les faits n'étaient pas tellement incontestés. Peut-être j'ai l'impression que c'est une façon aussi de se tirer d'affaire, car s'il faut compléter l'analyse, regarder tout le dossier, maintenant c'est des choses pratiques, déjà les 90 jours, les 90 jours, c'est difficile à les respecter, ça serait encore bien plus long.
Donc je ne crois pas que c'est un vrai problème, même car la jurisprudence maintenant est assez bien établie, et il y a une organisation des peines et du secrétariat qui est plus attentif à ces faits. Mais ça dépend aussi que les États portent de plus en plus de masses de faits, de documentation, de questions, et ce n'est pas toujours facile de s'y tirer d'affaire pour les peines, je pense. Je vais changer de chapeau. J'aurais une petite question à vous poser en lien avec un élément que vous avez développé dans votre présentation. Vous avez parlé du ruling sur les amicus curiae, qui avait été là, un facteur d'une contribution au développement par l'organe d'appel. On sait que cet aspect de la contribution de l'organe d'appel a quand même ébranler certains membres de l'OMC, donc dans les réunions de l'organe de règlement des différends, quand on examine, il y a plusieurs pays, surtout des pays en développement, qui ont vraiment montré leur déplaisir avec ça. Il y a quelques autres affaires, je pense à l'affaire Canada maintient la suspension, ou États-Unis maintient la suspension, pardon, où les États-Unis étaient assez en désaccord avec la décision de l'organe d'appel, disant que la partie plaignante et la partie défendresse pouvaient toutes les deux initier un recours de mise en conformité. Alors ma question est un peu d'ordre systémique. Dans quelle mesure, évidemment, il n'y a pas de consensus pour bloquer l'adoption d'un rapport, mais dans quelle mesure ce type de manifestation de déplaisir peut-il limiter l'impact d'un rapport de l'organe d'appel qui va être adopté de toute façon? Est-ce que ça peut fragiliser sa vie dans l'évolution du droit, ou ce ne sont que des mots qui vont s'éteindre au terme de la réunion, et ce qui va primer vraiment, c'est la contribution de l'organe d'appel? Je ne sais pas si vous avez... Oui. Bon, moi, oui, il y a la discussion générale au DSP, non? Moi, je pense qu'il y a le droit de respecter. Et donc, évidemment, la partie perdante, si vous prenez l'erreur, le gagnant dit, ah oui, on l'avait toujours dit, naturellement, on a eu raison, car on avait raison dès le début, et la partie perdante dit, ah, on est sorry, on continue à penser. Et surtout, les États-Unis font des déclarations très étoffées, même d'autres pays parfois. Mais il y a évidemment l'insatisfaction, je pense, hein, ici, il y a des diplomates qui sont chevronnés de Genève, qui peuvent nous dire mieux qu'est-ce qui se passe au DSP. On se plaint qu'on a perdu un cas. Bon. Et puis, il y a des questions un peu plus de système. Cette question-là, je crois, qui peut commencer une procédure de l'article 25, je crois que l'organe d'appel a dû décider dans une certaine incertitude du texte, et à la fin, la solution que les deux parties, car il ne faut pas voir seulement cet aspect, bon, les deux parties peuvent commencer une procédure de mise en conformité 21.5, mais aussi l'organe d'appel a dit qu'entre-temps, le pays qui avait mis en fonction les contre-mesures dans le premier cas, c'est-à-dire les États-Unis, pouvait les maintenir contre l'Union européenne. Donc, à la fin, les commentaires disent que cette solution un peu salomonique a aidé à la solution du cas, car finalement, on s'est mis d'accord sur une certaine, les parties se sont mis d'accord sur une certaine chose. Et même d'autres, la critique de l'ami Coscour, moi j'étais président d'un de ces cas entre Canada et les États-Unis sur Softwood Lumber, qui intéressait les deux pays, et c'était une controverse importante. Et puis il y a le délégué de l'Inde qui arrive, qui est parti, qui prend la parole à l'audience, pour dire quoi sur le bois de construction entre États-Unis, hein, pour se plaindre que l'organe d'appel avait admis des amicus curiae briefs. C'était là seulement pour faire ce point-là. Bon, ils ont mis le point dans le cas, mais je crois que désormais ça a été accepté aussi, et peut-être qu'il y avait une surévaluation, je dois le dire franchement, de l'importance des amicus curiae, car des gens qui ne sont pas familiers avec le système, qui ne sont pas des juristes, c'est pas qu'un amicus curiae devient partie, il ne participe pas à l'audience, il n'a rien à dire, hein? C'est
des organisations importantes qui prennent une lettre, l'envoient par courrier, ou maintenant par courriel, au secrétariat, et c'est mis dans les dossiers des juges. Moi, je les lisais toutes, je trouvais qu'ils sont intéressants. Quelques-uns de mes collègues ne les regardaient pas, car ils pensaient qu'au fond, ce n'était pas très important. Et puis, dans l'audience, il y a toujours une demande, qu'est-ce que vous, au parti, qu'est-ce que vous pensez de l'amicus curiae? Et personne jamais répond à cette demande. Donc, dans la liste des demandes à l'audience, s'il y a des amicus curiae, la dernière question qu'on pose, qui est préparée, est you have any comment to make to the amicus curiae so and so? Et les États ne disent rien. Donc, c'est important d'un point de vue systémique, mais l'influence sur le déroulement d'une procédure qui est interétatique est limitée. You agree, John? Je suis d'accord. Bien. Alors, je pense que nous allons pouvoir aller prendre le dessert. Et M. Sacerdoti, nous vous remercions à nouveau beaucoup pour cette conférence.